Donc, nous avons vu ce qu'était une carte. Mais outre les projections, les échelles, les figurés, c'est le message qui est souvent altéré dans les cartes. La première question à se poser, c'est donc à quoi sert cette carte en particulier? Donc, pour cela, on va remonter dans le temps. Donc, vous savez que les cartes existent depuis très longtemps. Elles servaient à se remémorer les chemins de migration, les lieux des ressources, mais elles servaient aussi à penser le monde. Donc, cette carte que vous avez déjà dû croiser, notamment en seconde, est une carte de type thé dans l'eau. Donc, c'est Jean Mansell qui est son auteur et elle est datée du milieu du XVe siècle. Ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est qu'elles expriment la représentation symbolique et religieuse au Moyen Âge du monde. Donc ici, on a une représentation tripartite entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique qui est donnée en fait symboliquement aux trois fils de Noé. Les océans sont traditionnellement vus de manière infranchissable, bien qu'ici on voit un début de continent américain au bas à gauche de la carte. Ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on ait des calculs mathématiques disant que la Terre était comprise comme un globe dès l'Antiquité, ici on a une perception du monde qui est influencée par l'Église et donc qui a tendance à représenter la Terre comme plate. Et la plupart de ces cartes T dans l'eau, ici c'est pas forcément évident, mais sont européocentrées. Un peu plus tard, vers 1489, Henricus Martellus édite sa Mappa Mundi, c'est-à-dire sa carte du monde, qui illustre la géographie de Ptolémée, donc c'est un astronome et astrologue grec qui vécut à Alexandrie au 1er et 2e siècle et qui est le précurseur de la géographie. Donc on voit ici que c'est une représentation plus fidèle avec une précision sur les côtes puisqu'elle est en partie construite à partir des récits de voyage des marins. Donc c'est une carte qui s'inscrit dans son temps, elle aussi, puisqu'elle est liée à l'essor du commerce maritime. On remarque cependant l'absence de certains continents et les dessins approximatifs des contours de l'Asie et de l'Afrique. Donc le territoire ici vraiment maîtrisé sur cette carte, c'est l'Europe. Donc on peut également dire qu'elle est européocentrée, en tout cas en termes de précision. Donc vous l'avez compris maintenant, les cartes sont révélatrices des époques, car elles sont construites par les sociétés vivant dans leur temps. Aujourd'hui, cette projection polaire est très souvent utilisée afin de déterminer les pôles de la triade et les pôles secondaires émergents. C'est la carte vraiment qui symbolise la mondialisation. Il n'y a plus de représentation symbolique du monde, plus de représentation religieuse. Par contre, c'est la représentation économique et la représentation des flux qui sont maîtrisés. Mais attention, cette carte présente également des déformations. Par exemple, les flux ne sont pas représentés ici selon leur principal mode d'acheminement, à savoir le transport maritime. Donc ici, on s'intéresse davantage aux pôles qu'aux espaces parcourus. Voici encore une autre carte, dite carte par anamorphose, qui permet de mieux comprendre le monde actuel en déformant les distances physiques par rapport à un élément choisi. Donc sur cette carte-là, c'est le temps de transport qui est l'élément choisi. C'est un type de cartogramme. En fait, une cartogramme, c'est une carte pour laquelle une variable thématique, comme la population, le PIB ou le temps ici, de trajet, remplace la surface des territoires représentés. Donc, la géométrie de l'espace de la carte est déformée afin de se conformer aux informations relatives à la variable représentée. Donc sur cette deuxième carte par anamorphose, on voit que c'est l'élément PIB qui est privilégié. Donc ici, il y a une déformation de la taille des continents selon l'importance de leur PIB. Et ce sont, sur cette troisième carte, les émissions de carbone qui sont représentées. Donc les cartes par anamorphose sont très utiles pour mettre en valeur les différences, les inégalités. En effet, si l'élément représenté est plutôt conforme à la réalité physique du terrain, on aurait une carte qui ressemblerait à une projection classique. Donc ce sont des cartes qui sont vraiment utilisées pour mettre en évidence les inégalités. Donc ici aussi, c'est un choix de représentation. Mais même en gardant les réalités physiques, le type de figurerie représentée est significatif du message. Ainsi, sur cette carte de la répartition des ménages à revenus modestes, on voit que la discrétisation des données, c'est-à-dire le choix des écarts représentés, peut être modifié pour ressortir un espace, ici le 19e arrondissement. Cela peut notamment faciliter la création de schémas. Les schémas, justement, sont à la limite de notre sujet.
Les schémas s'affranchissent des difficultés de projection puisqu'ils réduisent l'espace étudié à des formes géométriques simples afin de concentrer l'attention du lecteur sur l'analyse, c'est-à-dire sur la lecture des figurés. Ici, on voit que l'analyse est centrée sur la mondialisation et la différence d'intégration de ces territoires dans la mondialisation. Les schémas permettent une compréhension simplifiée du monde. Et d'ailleurs, certains géographes se sont même spécialisés dans la création de schémas appelés chorèmes, comme Roger Brunet. Les chorèmes sont des formes simples, dont la combinaison permet de construire des modèles géographiques. L'ambition de Roger Brunet et de ses disciples était de résoudre en géographie la contradiction de fond entre général et particulier, c'est-à-dire de pouvoir créer des modèles pour pouvoir penser plus systématiquement le monde. Les schémas peuvent aider à penser le territoire tel qu'il est, mais aussi tel qu'il pourrait être. Donc ici, nous avons des visions de l'organisation à l'échelle de la France selon la data. Donc ça devrait vous rappeler quelques petits souvenirs du programme de première. La carte permet donc de représenter les frontières physiques ou de les créer. En effet, pensez à la création des frontières africaines lors de la colonisation réalisée sur une carte, d'où les formes géométriques. Mais la carte représente aussi les inégalités, les frontières invisibles, liées par exemple à la ségrégation, à la gentrification, aux différences de développement, etc. Les cartes permettent aussi de saisir l'ensemble d'une situation complexe en un seul coup d'œil. Nous venons de le voir par exemple avec la mondialisation. Le souci avec les cartes présentant des situations complexes, c'est de mesurer quel est le bon niveau de simplification. Ainsi, par exemple, sur cette carte du conflit syrien, nous voyons bien les tenants internes du conflit, mais pas l'étendue de l'État islamique en Irak, ni les migrations des réfugiés en Turquie et en Europe. De plus, cette carte, parue dans Le Monde, est un peu complexe au premier abord car la légende est assez fournie et demande un effort de lecture de la part de celui qui veut comprendre rapidement cette carte. Mais en plus de présenter les conflits de manière plus ou moins approfondie, les cartes peuvent véritablement être des enjeux géopolitiques. Exemple avec la région du Cachemire. Donc le Cachemire est une région située au nord de l'Inde qui est revendiquée à la fois par l'Inde, la Chine, le Pakistan. Ces trois pays ont édité sur leurs cartes officielles que certaines ou toute partie du Cachemire étaient sous leur autorité. Donc les cartes officielles ne correspondent pas les unes entre les autres. Éditer une carte officielle, c'est déjà en soi une revendication de ses frontières et des territoires qui sont associés à ce pays. Et ce qui est intéressant, c'est que Google Maps, à l'heure actuelle, ne voulant pas trancher, propose, selon le lieu de la recherche, deux versions de ces frontières, ce qui montre vraiment les tensions géopolitiques qu'il y a autour de l'établissement des cartes. Mais peut-être que le Cachemire est loin, donc je vous donne un exemple un peu plus proche, un exemple européen. Donc depuis mars 2014, la Crimée a des frontières dites flottantes selon le lieu de recherche. C'est-à-dire que la carte a vraiment une importance géopolitique puisqu'elle permet de fixer en quelque sorte ces réalités géographiques. Donc vous le voyez ici, selon que la recherche se fasse en France ou en Russie, on n'aura pas la même frontière qui ne sera en tout cas pas symbolisée de la même manière. Ces jeux de pouvoir autour des cartes peuvent être illustrés par un extrait de la saison 6 de Game of Thrones, dans laquelle la reine Cersei s'impose sur la carte des territoires qu'elle désire contrôler afin de mieux visualiser les meilleures stratégies à adopter. Bref, vous l'aurez compris, les cartes servent également à faire le territoire, à faire la guerre, à envisager les stratégies territoriales.